Frédéric Gersal, l'historien à Télématin, va revenir sur ces années-là. Alors très précisément, c'est l'année 75 qui annonce, au fond, c'est le début du calvaire de ces dizaines, centaines de milliers de Vietnamiens. Et on va retrouver des similitudes entre cette période-là, parce que c'est un pays en guerre. Absolument. On sort de la guerre, on sort du drame absolu. C'est le départ, 73, très exactement, 1973, c'est le départ des Américains qui quittent le Vietnam. Vous savez, après cette guerre épouvantable et atroce, à la fois pour les Vietnamiens, bien sûr, et puis aussi pour les Américains. Un départ en catastrophe entre 73 et 75. Et à partir de 1975, on voit dans la région, c'est pas seulement au Vietnam, dans la région, le Parti communiste et des gens qui sont encore vraiment plus dramatiquement opposés à la population qui vont prendre le pouvoir. Je prends juste deux exemples. Au Laos, c'est une république démocratique qui s'installe, donc aidée par les Chinois, qui descendent évidemment. Et puis au Cambodge, là, c'est l'arrivée de Pol Pot et les Khmers rouges. On se souvient de ce massacre épouvantable. Et la fuite, le départ, quoi qu'il arrive, on part, on s'en va, on prend les enfants sous le bras, on ne prend rien et on part comme on peut. C'est ce qui s'est passé en 75, il y a 40 ans. C'est exactement la même chose. Par ses propres... sa propre famille, pratiquement. Enfin, en tout cas, les habitants de son propre pays, oui, avec des idées politiques bien précises. Et ça a été un vrai massacre, on le sait, au Cambodge. Et au Vietnam, c'est pareil, le Nord-Vietnam qui descend au Sud-Vietnam. Et là, c'est la fuite des Sud-Vietnamiens. Quand on dit les boat people, c'est à la fois les Vietnamiens et les Cambodgiens. Et les Laotiens, absolument. Et les Laotiens, les trois peuples qui se jettent à la mer, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Les premiers partent avec les Américains, ceux qui peuvent, en 75, ils partent avec les derniers hélicoptères, avec les derniers avions, et puis après, on part comme on peut. Alors, on se met dans une coque de noix, on emporte ses enfants, évidemment, et puis c'est tout. On a juste un petit baluchon, si on a le temps encore, on va payer un prix incroyable, c'est surtout le prix de la vie. Même principe aussi. Absolument. Combien vont mourir noyés? Le vent, la tempête, le sel, le sable, la soif, la faim, les requins. Quand ils partent là-bas, les réfugiés, là, syriens notamment, traversent la Méditerranée vers certains pays d'Europe. Alors eux, ils veulent aller où, les boat people, à l'époque? Ce qu'ils veulent, c'est être accueillis par d'autres pays. Hong Kong, la Malaisie, l'Indonésie, tous ces pays ne leur ouvrent pas forcément la porte. C'est-à-dire qu'il va y avoir des camps de réfugiés où ils vont être installés. Et c'est à partir de là que l'Occident va prendre conscience. Avec ces images, je vous propose de regarder des images en même temps, les images que l'on a vues dans ces années 75, 76. Alors, l'Occident va prendre fait et cause et conscience. Grâce à qui? Grâce à des hommes et des femmes de conscience. On a un Raymond Aron, on a un Jean-Paul Sartre, qui pourtant sont complètement opposés politiquement. Ils vont faire l'union nationale, évidemment, pour pousser un cri. Ils sont reçus à l'Élysée. Absolument. Ils demandent à Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République de l'époque, de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va établir des quotas. Souvenons-nous qu'en 1975-76, on est dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire encore une période où tout va bien. Donc on va regarder ces navires. Est-ce que ça ne vous rappelle pas les images d'il y a quelques jours, d'il y a quelques heures, et qui se déroulent encore en ce moment en Méditerranée? Alors oui, ces grappes de personnes, de familles qui se hissent sur des navires de fortune. Et puis dans ces eaux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des paquebots qui passent dans les eaux de la mer de Chine et qui ne s'arrêtent pas, évidemment. Et puis il y a les gardes frontières, et puis il y a tous ces bandits de grand chemin qui essayent de détourner ces navires et de détourner ces personnes qui ont si peu de bien avec eux. Alors il y a des appels qui sont lancés, notamment souvenons-nous de l'appel de Bernard Kouchner aussi, qui a envoyé un navire, l'île de Lumière, au cœur de la mer de Chine pour récupérer quelques réfugiés parmi ces milliers. On estime qu'en 10 ans, entre 75 et 85, 1 million de personnes, 1 million a quitté le sud-est asiatique. On sait comment ils se sont répartis, combien sont arrivés jusqu'en Europe? Alors oui, on sait qu'en France, le quota, enfin on a accepté, on a accueilli vraiment à bras ouverts 150 000 réfugiés. 150 000, très exactement. Placés, enfin à peu près, je vous donne très exactement, mais c'est d'abord placés dans des lieux d'accueil, et puis après, il y en a certains qui se débrouillaient par eux-mêmes. Énormément de francophones, puisqu'ils étaient dans cette ex-Indochine. Donc évidemment, c'était la France qu'ils demandaient comme pays, ou d'autres pays francophones, comme la Belgique, comme la Suisse, ou le Canada. Et puis il y avait des anglophones aussi, qui eux préféraient partir vers l'Australie ou les États-Unis. Donc on est vraiment dans un cas de figure à peu près similaire. C'était il y a 40 ans. Est-ce qu'on se souvient encore vraiment? Voilà, l'histoire se répète. Oui, c'est ça. Même motif. Même motif, même cause et même résultat. C'est ça surtout. Là, ils sont un peu plus nombreux. Merci beaucoup. On fait un point sur la circulation dans quelques instants et la météo. À tout de suite.